Gustave est venu me voir hier, tout fier de lui. Il était en train de fonder une association, ou je ne sais quoi, qu'il appelait le Comité 135, un nom qui reprend le montant de l'amende unique infligée par le gouvernement aux mémés qui n'ont pas de papier pour sortir, ou désormais aux gens sans masque, et désormais encore, m'a-t-il dit, c'est là le plus important, à tous ceux qui persistent à se réunir pour protester sous les fenêtres des ministères. Il suffit d'être 40, trop proches les uns des autres, et hop, pour prendre les transports en commun, par exemple, il faut une attestation où, bizarrement, me dit-il, ne figure pas la case « Je suis dans le métro parce que je vais avec 400 copains à Place de la République pour protester contre le salaire de ceux qui nous infligent 135 € tous les 4 jours, tout en nous ayant privés de notre propre salaire, faut-il le rappeler. » Donc Gustave m'a dit, ce qui est embêtant dans cette histoire des 135 €, c'est que c'est l'équivalent du coup de bâton, en fait. Tu en reçois un, tu en reçois deux, et puis à la fin, tu te mets à plusieurs pour casser la gueule à celui qui tient le bâton. Donc je me demande honnêtement si le gouvernement a choisi la bonne méthode. Je veux dire la bonne méthode pour un Français, parce que peut-être que pour un Danois, ça marcherait à la rigueur. La plupart des Danois vous diraient qu'il suffit de faire le nécessaire pour éviter les coups de bâton. Mais en France, non, c'est pas comme ça que ça marche. Le problème, me dit Gustave, c'est qu'au fond, tous ces gens-là, je veux dire là-haut, au sommet, après 10 000 € par mois, ces gens-là croient gouverner des Français alors qu'ils gouvernent en fait un autre peuple que le nôtre, un peuple qui aurait des caractéristiques vaguement anglo-saxonnes, européennes façon moyenne arithmétique, si tu veux, c'est-à-dire où l'esprit germanique et nordique, protestant en tout cas, je ne dis pas se mélangerait même à l'esprit latin, je dis dominerait complètement à l'esprit latin pour plaire aux États-Unis, parce que la grande affaire de l'Europe institutionnelle, économique, c'est de ne pas déplaire à l'Amérique. En gros, le peuple français, tel qu'il est fantasmé par ses couillons, ne traverse jamais hors des clous, ne remet pas en cause les valeurs républicaines, ne sort pas de chez lui, même au fond de la Creuse, quand le président a décidé que chacun restait chez soi, ne détruit pas les radars pour la 3e fois de l'année. C'est donc un peuple sage, docile, qui applique les fameux gestes barrières, entre de gros guillemets là, et qui répète celles et ceux sans arrêt, avec des gros guillemets encore plus gros, le tout permettant de dire aux partenaires européens du Nord, vous voyez, j'en fais mon affaire, je vais leur faire gober tout ce que vous voulez, vous allez voir. Et ben Macron a fait le coup, et comme on le voit, ça a super bien marché. Bon, déjà, comme tu as remarqué, me dit Gustave, nous sommes de plus en plus nombreux à vomir ce fameux celles et ceux qui est la marque de la bête, bien avant le 666. Quand tu vois Macron dire celles et ceux, même et surtout dans les écoles primaires, en martelant bien l'expression, on voit bien qu'il cherche à l'inculquer aux enfants de 7 ans, faute d'avoir pu l'imposer aux adultes. Mais c'est comme Halloween, un jour ou l'autre, la France tout entière vomira ce Halloween et le celles et ceux pareillement, qui sont des instruments d'une même soumission sournoise, des choses, me dit Gustave, auxquelles il croit là-haut, que tu vas t'habituer, comme la Saint-Valentin, des choses faites pour les nouveaux Français, sans aucun égard pour les anciens. Mais ça ne marche pas. Les gens ont compris que quand on dit celles et ceux, c'est qu'on est déjà infecté par le Covid de l'esprit, et ils cherchent partout leur chloroquine. Là, c'est toujours Gustave qui parle. Je suis curieux, me dit-il, de voir la suite, parce que les gens qui disent de toute façon c'est foutu, personne ne lèvera le petit doigt, le peuple, ils l'ont remplacé par un ersatz qui regarde Netflix, ils l'ont ruiné, ils l'ont laissé envahir, les Français vont désormais courir les guichets pour avoir des subventions et des allocations, c'est devenu du bétail, etc. Et ben ces gens-là, nous dit Gustave, je veux dire ceux qui disent ça, n'ont pas compris que justement non, c'est le contraire, ça monte, les Français, ça n'a jamais été ça, et avec cette retraite de 2 mois là, rien qu'au village ici, tu vois bien que le désir d'en finir avec ceux qui nous ont humiliés de la sorte, ruinés, est de plus en plus grand. Alors je lui dis avec une prudente ironie, parce que tu crois que c'est en portant un t-shirt Comité 135 que tu vas impressionner le pouvoir? Non, me dit-il, mais le but du jeu, c'est de planter des banderilles comme ça tout le temps, sans arrêt, de couvrir leur voix dans les réunions publiques, dans les cérémonies, d'envoyer des fumigènes, de faire sonner des cornes de brume et de montrer qu'on vit dans un pays occupé par des gens qui ne sont pas les bienvenus, qui se sont discrédités. D'ailleurs, même les députés de la majorité commencent à comprendre qu'ils l'ont perdu, la majorité, et commencent à se dire que la foule peut les menacer un jour. Ils sont en train de se racheter une conduite, et ça peut même aller jusqu'à une motion de censure.
Alors là, lui dis-je, ça m'étonnerait. Tu sais, quand on placarde dans la rue, me répond-il, ce que tu as voté comme texte scandaleux, quand on repeint la façade de ta permanence de jaune fluo toutes les nuits, tu finis par te dire que la dissolution aurait du bon et tu finirais par avoir la paix. À force de multiplier les 135 €, le pouvoir va susciter une vraie belle révolte populaire à la latine, à la française, qui va emprunter toutes les méthodes de la clandestinité, puisqu'ils ont condamné l'officialité. Alors je lui dis, tu veux dire quoi, la violence? Non, je veux dire la non-violence qui se voit. On ne voit qu'elle, les graffitis, le hacking, le brouillage, la publicité sur Internet, l'affaire Griveaux, qui n'est sûrement pas la dernière, les banderoles sur les monuments, les drones qui balancent de la peinture jaune, tout ça, des choses non violentes qui vont rendre le pouvoir fou de colère et l'obliger à révéler son vrai visage. Ils vont essayer de contrôler l'Internet, lui dis-je. Ah, ça sera encore pire, me répond-il, à force de multiplier les obstacles comme ça à la liberté d'expression dans tous les domaines, et à celle de se déplacer, celle de se réunir bientôt, celle de porter un masque de couleur non homologuée bientôt encore, celle de refuser le test obligatoire, celle de dire ce qu'on pense de tout ça, eh bien ils vont provoquer un sursaut de liberté chez les gens qui n'ont plus rien à perdre, et sursaut qui est le propre des pays latins. Alors je lui dis, en situation de précarité générale, là ils vont te répondre, c'est pas le moment, vous foutez en l'air l'économie, si vous n'êtes pas discipliné comme ça, en plus on va vous reconfiner si vous n'êtes pas sage. Alors là me dit Gustave, si tu permets, c'est précisément parce qu'on a été trop sage et discipliné qu'ils sont arrivés à foutre en l'air l'économie, en nous disant de rester chez nous, en disant à tout le monde de fliquer ses voisins dès qu'ils sortaient, alors qu'il n'y avait aucun virus à l'horizon dans nos campagnes, et ni à Biarritz, ni à Agen, ni à Albi, comme tout le monde peut l'attester, mais les magasins et les garages, eux, les ateliers d'imprimerie, tout ça est en train de mettre la clé sous la porte pour une menace qui finalement est une menace fantôme. Et ça continue là. Le même jour, hier, tu as eu le ministre de la Santé, un médecin de salon, qui a exercé 2 ans, et qui te dit rien n'est fini, et puis Raoult, un spécialiste depuis 40 ans, qui te dit c'est tout fini. Et bien maintenant qu'elle est par terre, l'économie, me dit Gustave, tu as 2 moyens de la relever. Mettre les gens en rang encore plus qu'avant, et les envoyer travailler dans des grandes entreprises gouvernées à Chicago ou à Pékin, où ils deviennent toujours davantage des esclaves qui ne sont pas payés pour avoir de l'imagination, surtout pas au bénéfice de leur propre nation, ou alors laisser la bride sur le coup au commerce individuel, à l'entreprise locale, régionale, nationale, à l'invention, au marché de proximité, c'est-à-dire arrêter de faire chier les gens qui veulent monter quelque chose, arrêter d'empiler les contrôles techniques, les cabinets d'études, laisser les gens créer leur affaire sans les contraindre. Quand tu vois la taille et le style architectural du bâtiment du ministère de l'économie à Bercy, me dit Gustave, t'as vraiment l'impression d'être en face d'un vaisseau ennemi dans Star Trek, et tu devines un peu le genre de gens qu'il y a derrière, qu'il y a dedans. C'est Darth Vader, c'est le mauvais côté de la force. Mais quand tu vois le nombre de ceux qui ont décidé de la destruction des masques, par exemple, de l'interdiction faite aux pharmaciens de les vendre, et qui disent c'est pas moi, et ben tu vois la complexité de ce gruyère de l'irresponsabilité à la française, et ben moi ce que je dis c'est qu'il faut tailler dans le gruyère, il faut faire tomber le côté obscur de la force. D'autant que ce sont les mêmes, tout aussi nombreux, qui commandent en ce moment des fusils anti-manifestants, des drones, et qui plantent des caméras et partout au Carrefour. Et c'est toujours des c'est pas moi. Tu verras, s'il y a un problème sur les centrales nucléaires, par exemple, parce que nous allons devenir un pays trop pauvre pour entretenir décemment les 58 réacteurs en fin de course, si on s'aperçoit qu'on est aussi nul en cas d'accident nucléaire qu'on l'a été pour les masques, ça sera pas eux non plus. Au fond, la France de Macron, me dit Gustave, c'est facile à résumer, c'est des celles et ceux qui disent c'est pas moi. Et en plus, ça lui ressemble. Alors, lui dis-je, qu'est-ce que tu proposes à la place? Je propose pas, me dit-il, j'observe. Et tu observes quoi? Eh bien, j'observe qu'un drone, c'est fragile, par exemple, que tout est fragile. Quand on n'essaie pas de gagner l'amitié des gens, quand on ne suscite que la peur, tout devient fragile dans une société. L'argument selon lequel il ne faut pas mettre le pays à genoux tombe de lui-même, puisqu'il est déjà à genoux. En ce moment, c'est la bataille du rail qui commence. Les aiguilleurs peuvent mettre le pays non seulement à genoux, mais sur d'autres rails. Et là, figurez-vous que nous avons vu sortir, pour la première fois depuis 1 mois et demi, l'abonné au Monde qui était resté confiné pendant tout ce temps-là,
Avant de dire de quoi nous avons parlé, en gros d'ordre public, laissez-moi vous dire un mot du fait qu'avant le confinement, on le voyait, cet homme, tout le temps au café, il nous faisait son numéro un peu chafouin dans le genre raisonneur ironique, le genre « quelles sont tes sources ? On peut savoir », etc. Et on se doutait bien qu'il était stalinien sur les bords, mais pendant le confinement, on ne l'a pas vu du tout. Et c'est là qu'on a compris qu'il était vraiment stalinien. C'est pas qu'il avait peur du virus, il y a eu un seul mort dans tout le département. Et je viens de l'apprendre en plus un témoin de Jéhovah, j'ai rien contre les témoins de Jéhovah, mais c'est pour dire qu'il est venu d'ailleurs. C'est pas non plus que notre abonné au Monde avait peur des gendarmes, nous avons eu en tout et pour tout un seul contrôle en près de 2 mois. Ils sont venus hurler au visage d'une vieille parce qu'elle était sourde. « Je voudrais voir votre papier, madame !»« Quoi, ma carte d'identité ? Non, votre papier de sortie !»« Mais je suis pas en maison de retraite, je vis chez moi, je sors quand je veux. Non, non, madame, il faut un papier pour sortir de chez vous. » Qu'est-ce que vous dites, etc. Scène vécue, comme on s'en doute. Non, là, notre ami lecteur du Monde, pendant tout le confinement, n'a pas mis le nez dehors, alors que chez nous, pour croiser le virus, il fallait quand même se lever tôt. Et il n'est pas sorti parce que, tout simplement, il avait envie d'obéir au gouvernement. C'est-à-dire qu'au contraire, les 80% des habitants d'ici qui se croisaient à 20 mètres les uns des autres et qui disaient « Oh, moi je te ferai la bise une autre fois », notre abonné au Monde, lui, ne sortait qu'une fois par jour, très tôt le matin, avec son papier, et encore avant tout le monde pour ne voir personne, des fois qu'il aurait été tenté de désobéir au camarade Staline en participant avec nous à une conversation devant le champ de boules. Gustave lui a dit carrément hier, en le voyant arriver vers nous, « Toi, tu as une petite mine de déconfiné, on t'a pas beaucoup vu récemment, j'imagine que tu avais peur de pas pouvoir justifier ce que fait le gouvernement. » Non, non, pas du tout, c'est pas ça, a dit l'abonné au Monde, je trouve qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Alors Gustave a répondu, ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir rien pu faire à part nommer des gens. Ça, pour nommer des responsables, des hauts comités, etc., ils sont très forts. Mais pour avoir des bonnes idées, et surtout de bonnes paroles, c'est zéro. Et l'autre l'a interrogé sur son t-shirt et son comité 135, là, et il lui a demandé qu'est-ce que c'est que cette nouvelle connerie. Et Gustave a répondu dignement, je ne sais pas si je te le dis, tu vas aller cafeter à tes amis du pouvoir, donc je vais me méfier. Et là, on a vu arriver le restaurateur buraliste qui avait visiblement à dire autre chose parce qu'il s'est attardé sur le chemin de son jardin, mais il nous a écoutés en attendant de pouvoir le dire parce qu'il en avait visiblement gros sur le cœur. Gustave a dit entre-temps, 135 c'est pour 135 €, c'est le nouveau prix de la dignité en France. C'est quand tu dis non, ça suffit. Quand tu dis j'ai 70 ans, je refuse d'être gouverné par des gens de 40 qui montrent leurs zizi la nuit sur Internet, qui prennent 15 000 € par mois, qui étaient au cabinet du ministère de la Santé quand on a détruit les masques, qui prennent de la poudre de perlimpinpin. Donc je prends 135 € peut-être, mais je dis ce que je pense et ça finit par porter toutes ces petites actions-là. Je vais te donner une preuve, c'est que les députés du parti unique commencent à se barrer, quand ils ne sont pas exclus d'ailleurs, parce qu'ils craignent de laisser leur signature au bas de toutes les lois liberticides, et ils craignent tout simplement la vengeance physique, personnelle du peuple, parce que, figure-toi, ça s'est déjà produit dans l'histoire de France, et même assez souvent. Du coup, continue Gustave, ils te disent oui, on va fonder un mouvement dissident qui votera pas forcément toutes les lois les yeux fermés. Ça c'est la première étape de la désertion du navire. Mais leur grande stupidité, continue Gustave, c'est d'avoir mélangé le médical et l'ordre public en laissant à la même personne, qui était déjà haïe depuis près d'1 an, le ministre de l'Intérieur, dont le niveau est quand même très faible, le soin de s'occuper à la fois des amendes, de la répression, des recommandations médicales, de la façon de porter le masque, enfin de n'importe quoi. Les gens se souviennent quand même qu'il a fait tabasser des docteurs et des infirmiers, et là c'est le même mec qui te dit qu'en te collant 135 € d'amende, il facilite le travail de nos soignants. Alors tu n'as plus confiance en personne, et comme tu n'as plus confiance en personne, tu le dis, tu l'écris, tu écris que le premier tour des élections, par exemple, était une mascarade scandaleuse, inconstitutionnelle, vu le degré d'intimidation de la population au moment du vote, et pourtant ils essaient à toute allure de valider le truc, là. Tu vois, ce simple t-shirt, nous dit-il, il n'y a sans doute rien en lui-même, mais dans 2 mois, il peut me valoir 135 € d'amende aussi, parce que les manifestations sont interdites, et qu'à lui seul, l'affichage de mes opinions est une manifestation. Dans les derniers temps, il confisquait, je te le rappelle, des gilets jaunes dans la rue, c'est te dire
le problème. Alors l'abonné au Monde a déclaré que l'insurrection n'était quand même pas une façon de faire avancer les choses, et Gustave lui a répondu, c'est exactement ce que disait ton fameux ministre de l'Intérieur, là, il y a 6 mois, ce qui prouve bien que ces gens-là n'ont jamais rien lu. Parce que toute l'histoire de la République française est faite d'insurrections qui ont fait avancer les choses, au contraire de la Bastille à Gavroche, au Front Populaire à 68. Et là, notre cafetier restaurateur, qui ne rouvre que le 2 juin, et encore dans le meilleur des cas, nous a parlé de son problème du moment, qui était ses ventes de tabac. Il s'était attardé pour ça, l'activité tabac n'a jamais fermé, il faut le rappeler, et il a dit, tu as vraiment un exemple là de la dinguerie européenne dans cette affaire. Quand ils ont fermé les frontières, ils ont déclaré le tabac première nécessité, mais ils ont supprimé aussi pour des raisons sanitaires, j'imagine, le service dépannage-livraison d'un réseau d'approvisionnement qui s'appelle Logista. Et là, si tu avais besoin de statistiques, nous dit-il, pour savoir combien de gens allaient payer leur tabac 2 fois moins cher en Espagne, tu pouvais les avoir tout de suite, parce qu'il y a eu immédiatement une pénurie dans les tabacs de la région, puisque l'Espagne était fermée, et parallèlement donc trop de demandes ici, alors qu'on n'est pas exactement frontalier, nous. Donc hop, Logista a fait machine arrière, il s'est mis à relivrer à toute allure. Ça faisait déjà un paquet de taxes en plus pour le gouvernement, mais voilà, maintenant les frontières se sont réouvertes, les gens sont retournés acheter en Espagne, et moi je ne fais plus rien sur le tabac, et en plus rien sur la restauration non plus. Et le fisc français va nous tomber dessus quand même, alors qu'on vient d'avoir la preuve avec les cigarettes que l'Europe fiscale c'est vraiment n'importe quoi. Et c'est là que tu te dis, au fond, que toute l'Europe économique, c'est n'importe quoi. Qu'il y aura bientôt des francs l'année prochaine. C'est Gustave qui a raison là-dessus. Maintenant, j'en suis convaincu. Les Italiens vont sortir de l'euro. Les Allemands, nous dit-il, vont leur répondre, non, vous ne sortez pas de l'euro, c'est nous qui vous chassons. Enfin bref, nous dit le restaurateur, ça va se passer très mal. Sur ce, nous dit-il encore, et conclut-il, je vais aller à la pêche cet après-midi, parce qu'en plus, ils avaient supprimé l'activité pêche le jour de l'ouverture pendant le confinement, comme si la première chose qu'allaient faire les pêcheurs au bord des rivières, c'était de se rouler une pelle en arrivant. On aurait pu en rester à cette chute amusante du restaurateur, mais il y a eu une brève et ultime passe d'armes. L'abonné au Monde nous a fait le coup c'est sûr, il faudrait une harmonisation fiscale européenne, comme si on était sur un plateau de télé, et Gustave lui a répondu, allez, te fatigue pas, hein, tous les petits, les restaurateurs, les PME agricoles, les gens qui essaient de ramasser leurs melons ou leurs fraises en ce moment, les gens qu'on vient d'essayer de tuer économiquement, littéralement, ont compris que désormais c'est eux ou l'Europe. Ils ont décidé que les règles européennes, qui étaient soi-disant faites pour te rendre plus fort à l'extérieur, en fait avaient pour but principal de te rendre plus faible à l'intérieur. Le seul moyen pour survivre désormais, c'est d'échapper aux normes, aux inspecteurs, d'intimider la puissance publique partout et de faire ce qu'on veut pour essayer de prospérer malgré l'appétit des aliens qui veulent implanter une puce sous la peau comme les chiens ou un collier électrique anti-aboiement. Ça c'est pour les manifs. Et notre abonné au Monde a essayé de répondre, c'est ça, puis tu me diras ensuite à qui tu vendras ton champagne et ton vin de Bordeaux si on sort de l'Europe. Et Gustave a répondu, parce que tu crois sincèrement qu'un amateur de Bordeaux de la région de Stuttgart va arrêter de commander du vin chez toi parce que t'es pas gentil avec l'Europe? Allez, a-t-il dit, va te reconfiner. Voilà, c'était l'ambiance du moment entre ma serre et le champ de boules. À bientôt, merci.